Voilà ce que monsieur Orupteur, de son prénom, a proposé. Donc, on va mettre un fond musical, histoire de... Et on est parti. Parce que il me disait, si je veux me faire chier, il y a une version tous les pilotes. Donc regardez, on va faire ça pour qu'on comprenne le concept. Versus qui est le meilleur de la Formule 1 que les pilotes 2024. Donc voilà, Bottas Sargent, donc sans hésitation, Sargent. Joe Sargent. Lawson Sargent, quand même. Hein. Sargent. Voilà, vous avez compris l'idée. Je sais même pas à quoi ça ressemble à la fin. Perez, Hamilton. Bon, allez, on s'en fout, voilà. Ok, bon bah voilà. Donc maintenant, il y a une version avec tous les pilotes de l'histoire. Il m'a dit que voilà, hein, 700 pilotes comme ça. Donc soit on peut s'amuser au All Stars, soit la version avec tous les pilotes. J'avoue que tous les pilotes a très peu d'intérêt du coup si on s'en limite aux All Stars. Et je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir ça. On va faire le versus All Stars et puis on verra. Donc déjà ça commence Piero Taruffi contre Luigi Fagioli. Ah là je vous laisse réfléchir. En plus c'est des pilotes plus d'avant-guerre. Je crois pas qu'ils ont un palmarès de malade en F1. Fagioli une victoire, je crois que c'est en 51 ou 52. Et Taruffi aussi il en a une, tiens. Attends, faut juste que je me les remette en tête. Lui c'est avec Ferrari je crois, et l'autre c'est avec Alfa Romeo si je dis pas de conneries. À moins que les deux soient avec Ferrari, mais... je vais le remettre... Ouais, c'est Alfa Romeo Fagioli, c'est ça. Et à titre personnel, moi je suis Team Taruffi parce que... Alors, est-ce qu'on aura toutes ces... 19 engagements hors Formule 1? Alors, là, il n'y a pas tout, mais on était sur un pilote vraiment solide. Piero Taruffi, encore une fois, on était sur la fin de sa carrière à ce moment-là. Après, Fagioli, né en 1898, hein, on n'était pas à ses débuts non plus, mais je le connais un petit peu moins. Et Lige Fagioli. Votre goutte, Hélène Stroll. Ah bah si ça le dit, ça va devrait. Orupteur est très certainement un des comptes d'actualité les plus fiables du marché de Twitter, donc faut le croire. Hein. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a, la Merrock de... Bon. Lee Wallard, Piero Taruffi, Sam Hanks... Bon, forcément, ça inclut les pilotes de l'Indy 500. Donc, c'est chiant. Luigi Musso, par contre, pas pilote... Bah, tu vois, Luigi Musso, c'était la nouvelle génération. Luigi Musso, c'est un pilote de la nouvelle génération qui est mort très jeune. Il aurait dû être un peu de la génération des Sterling Moss, des Peter Collins, mais il est mort, je crois, en 57, 58, si je dis pas de conneries. 58, je crois. Oui, c'est 58 où on a coup sur coup la mort de Musso puis de Collins, à quelques grands prix d'intervalle. Et Taruffi, on était sur de la fin de carrière, donc c'est assez difficile à juger, mais bon, malheureusement, je me rabatte sur Taruffi. Bon, je connais pas du tout. Ça ressemble à l'Indy 500. Je ne connais pas, mais au nom et à la gueule, Jimmy Bryan, on peut dire que c'est une Indy 500, je pense. Ouais, 9 Grands Prix.
américain, il y a un moment, voilà. Quand t'as 9 grands prix et que c'est américain, en général, c'est Indy 500 parce que 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, il y a eu 10 participations de l'Indy 500 en F1. Du coup, j'ai dit Piero Taruffi, Bob Sorkel, voilà, Taruffi, Jim Rathman, pareil, c'est de l'Indy 500. Ah, là, c'est plus challengeant parce qu'on a Joe Bonnier qui est un très bon pilote, mais qui a jamais vraiment eu sa chance en Formule 1. Premier vainqueur de l'équipe Lotus en Formule 1, ou de BRM. Je dis pas de je confonds. Attends, Joe Bonnier, hop. C'est fin. Et cofondateur du Grand Prix Drivers Association, du GPDA avec Sterling Moss. BRM, premier vainqueur pour BRM, pardon. Et du coup, je suis obligé maintenant de m'auto-fact-check parce que premier vainqueur de Lotus, c'est Moss, je crois. Du coup. Ouais, Sterling Moss. Je restais avec Pierrot. Troy Ruttman, qui était pendant très très longtemps resté le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Mais pas le plus jeune vainqueur en Grand Prix. C'est là la blague, parce que il a gagné l'Indy 500 en 52, je crois, donc il devait avoir 21-22 ans. Et il est resté le plus jeune jusqu'à Alonso, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Mais bon, c'était pas en Grand Prix, donc on l'oublie. Piero Taruffi, toujours. Ines Ireland et Piero Taruffi. Là, ça commence à devenir rigolo. J'aime beaucoup Ines Ireland. Je pense que c'est un de ces pilotes qui sait beaucoup trop s'aborder lui-même, avec un caractère un peu difficile à vivre. Qui s'est fait dégager par Lotus, justement, en 62. Il gagne une course pour Lotus en 61. C'est d'ailleurs sa seule victoire. Et du coup, Colin Chapman voit plus de potentiel en Jim Clark et il décide du coup de larguer Ireland. Et il a eu totalement raison. Mais dans le débat, je vais basculer sur Ines Ireland parce que c'est un nom qui me parle beaucoup plus que Taruffi. Et je pense qu'il a marqué plus la Formule 1 que Taruffi. Et Richie Ginter, là, je vais switch tout de suite. Pour moi, il n'y a pas match. Richie Ginter aussi, qui faisait jeu égal avec Graham Hill pendant leur temps chez BRM. Qu'une seule victoire, Richie Ginter. Waouh, j'aurais pensé plus. Donc, après, il en a gagné. Voilà, en 62-63, 2 années où il performe très très bien chez BRM avec face à Graham Hill, et même 64, faut voir un peu le classement vite fait. Pas loin, enfin si assez loin pour le coup. Mais bon, on est dans cette ère, franchement, c'est pas dégueu, c'est pas dégueulasse. Et 63. D'ailleurs, je crois. Championnat. Richie Ginter, voilà, en 63, il finit à égalité avec Graham Hill. Et à savoir que Ginter était un des pilotes que Jim Clark avait publiquement admis peindre en piste parce que voilà, il le trouvait très très bon. Cette musique en fond, attends. C'est pas Podium? Ah, Summer Break, je l'ai jamais sortie. Elle est dans plein de vidéos, celle-là. Quand il y a besoin de relancer un truc. Des trucs qui traînent. Bon, bref. Ludovico Scarfiotti, Richie Ginter, on reste avec Ginter. Baghetti Ginter, je reste avec Ginter. Bandini Ginter, là c'est... Je vais rester avec Ginter parce que il a un très très gros palmarès au-delà de la Formule 1. Est-ce que je vais pouvoir le trouver?
Oh bah non, pas tant que ça, mais attends. Très gros, non, Championship, on s'en fout. Ah, il a fait Clément, ouais, bon. Mais c'est un pilote qui m'évoque beaucoup plus que Bandini. Après, à la décharge de Lorenzo Bandini, c'est un pilote qui est décédé très tôt dans sa carrière. Mort en 1967 au Grand Prix de Monaco. À 32 ans, donc ça restait un état de carrière assez jeune à l'époque. Et qui avait déjà un peu fait ses preuves face à du John Surtees, par exemple, donc c'était pas rien. Jean-Pierre Beltoise, Richie Ginter, je reste avec Ginter, Brambilla Ginter, Gettin Ginter, je reste avec Ginter, François Sévère, Ginter, et là, là c'est compliqué. Là c'est vraiment compliqué parce que on est sur Richie Ginter, qui est un très grand pilote de cette époque, mais François Sévère, on est aussi sur un pilote qui a eu une carrière très très brève, très très courte, mais où il y avait un semblant de consensus unanime sur le fait que c'était le futur de la Formule 1, François Sévère. Et je m'en remets au jugement de Jackie Stewart. Donc je go François Sévère. Carlos Pace, tragiquement décédé aussi très jeune dans un accident d'avion, si je dis pas de conneries, et qui a gagné son unique victoire, je crois que c'était au Grand Prix du Brésil, 74 ou 75 peut-être, je sais plus. Ouais, Interlagos 75, il gagne. Et il a donné son nom, du coup, à l'automodro d'Interlagos, l'automodro José Carlos Pace. Et c'était aussi un très bon pilote, très prometteur. Malheureusement, comme vous le voyez, il n'a pas eu le temps de prouver grand-chose. Il n'a pas nécessairement eu de grandes machines, hein, de la marche de la Surtees. Et c'est vraiment quand il est arrivé chez Brabham 74-75 où il a vraiment pu commencer à se mettre en avant. Il avait pour équipier Carlos Reutemann, donc une très très bonne référence. Parti trop tôt, mais Sévère contre Mas. Gunnar Nilsson, Gunnar Nilsson, dont c'était l'anniversaire il y a Enfin, l'anniversaire. Il est né en octobre et il est décédé en novembre, donc ça se suit. Et Gunnar Nilsson, pareil, c'était l'héritier de Ronnie Peterson, d'origine suédoise. Donc à savoir que Ronnie Peterson était son mentor et il avait prouvé de très belles choses, 2 belles victoires et malheureusement, pareil, à 28 ans, je crois, quelque chose comme ça, il a été diagnostiqué d'un cancer des testicouilles et il nous a quittés très peu après. Et c'est vraiment un destin assez tragique. Il y a cette photo que je trouve, mais vraiment là, brutale. Voilà, on le voit dans les paddocks, voilà, atteint avec plus un poil sur le caillou. Donc des traitements, tout ça contre le cancer, malheureusement. Voilà, c'est là. C'est cette photo qui est très très brutale parce que on le revoit en compagnie des autres pilotes, tout ça. Il avait dû interrompre sa carrière parce qu'il était plus en état de conduire. Mais il avait perdu énormément de poids, tout ça, sur les derniers temps. Je crois que c'est une photo de 78, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a Andretti Peterson couleur de la Lotus. On continue avec Sévère. Ouais, je me lâche. Alessandro Nannini, non mais voilà. On fait quoi là? Sévère contre Alesi.
C'est deux grosses stories de what if Alési et Sévère. Il y en a un qui... C'est un what if parce que la Formule 1 des années 70, c'est d'une brutalité sans nom. Et l'autre, c'est un what if parce que il est né sous une échelle, il a été mis au monde par un chat noir. C'est quand même fou, hein. Parce que on peut dire, ouais, pilote français, forcément, machin. En tant que Français, on a une vision différente. Mais tu prends Sévère, Alési, c'est des pilotes qui ont marqué la Formule 1 à l'échelle planétaire, quoi. Pour dire, il y a plus d'Italiens et d'Anglais qui sont fans de Jean Alési que de Français. Hein. Allez, pour la beauté du geste, je continue avec Francis. Pareil. Il y a un autre Trulli contre François Sévère. Ça pique. Bon, là, il n'y a pas match. Heikki Kovalainen contre François Sévère. On va avec Heikki. Non, je rigole. Kubica contre Sévère. Oh là là. Non, oblige. Je vais mettre le Bébert. Je m'explique. Parce que les deux ont eu une carrière très courte. Mais Bébert, il a joué... il a eu, à un moment de sa carrière, un semblant de chance de jouer le titre. Et rien que pour ça, Robert Kubica, il mérite tout le bien qu'on peut dire de lui. Parce que franchement, certes, BMW avait une très bonne voiture en 2008, mais quand tu vois ce que de 1, il fait d'Heidfeld, qui était un très bon pilote, et que de 2, tu regardes la saison, tu te dis, à aucun moment, BMW avait une machine pour faire ne serait-ce que des top 3. Parce que Ferrari et McLaren étaient toujours devant. Alors, il y avait des week-ends où BM était assez proche, mais ça restait Ferrari et McLaren qui restaient devant, tu vois. C'est pour ça que l'exploit de Kubica d'être constamment là où il fallait pour prendre des points quand t'avais Raikkonen, Hamilton, Massa qui étaient pas là, et ben rien que pour ça, en fait, c'est pour moi, plus le temps passe et plus la saison 2008 de Kubica, elle est magistrale. Allez, on va même pas en parler, ça vaut même pas la peine. Kubica Gasly Team, Kubica 2000%, Kubica Ocon, je reste avec Kubica. Trintignant. Ça va être un Français qui va le faire tomber, Bébert. Alors, on continue avec Bébert, mais Maurice Trintignant, c'est... En fait, si tu veux, rien que le nom, pour moi, de Maurice Trintignant, il impose le respect. Parce que... il est beaucoup trop français, mais c'est pas juste que c'est un nom français qui fait français. C'est que c'est un nom français qui fait la France. La France de la résistance, monsieur. C'est de la... Voilà. C'est de la France des années 40, 50, tout ça, Trintignant. Et puis 2 victoires en Formule 1, mais c'est 2 victoires à Monaco. Hein. Donc, voilà. Allez, on continue avec le Bébert. Bill Vukovic, bon bah, hein, Indy 500, non merci. José Freulian González. On dit que si c'était pas pour Fangio, González, ça aurait été... Oula. Je regarde juste le direct, là, il y a une aspiration terrifiante de Sainz sur une Williams. Non, il n'y aura pas Max Jean dans le truc, parce que c'est que parmi les meilleurs de l'histoire. Donc, malheureusement, il n'y aura pas Max Jean. González, voilà, je sais plus ce que je disais, mais c'était... qu'il a accompli en Formule 1 est prodigieux. Et González, stats F1.
je crois que sur sa meilleure saison, qui est 54, c'est ça, c'est 54 qu'il est vice-champion. Il manque... Ah non, autant pour moi. Il manque peut-être la dernière manche en Espagne. Ouais, il prend pas part à la dernière manche en Espagne. Mais bon, voilà, c'était âprement serré et il aurait pu et il l'aurait pas volé parce que il a très peu de départs en Formule 1, même pour l'époque. C'est, quand tu vois la plage qu'il couvre, surtout de 50 à 54, c'est pas énormément de Grands Prix qu'il a fait. 52, il fait presque rien. Mais quand tu regardes certains de ses pilotes, tu regardes les engagements hors championnat, c'est une autre histoire et il a un très beau palmarès hors championnat également quand tu regardes ces années-là. Mais Bébert, voilà. Ah mais pourquoi? C'est Kubica contre un mec qui aurait dû être champion du monde. Mais pourquoi? Bon, j'ai fait une vidéo sur Van Trips récemment, je vais pas... Je vais rester avec Kubica. Parce que... Kubica, il est revenu après son accident. Von Trips n'est jamais revenu après son accident. Non, et puis... les débuts de Von Trips étaient un petit peu plus chaotiques. Mais on continue avec Bébert. Pareil, Jossifer, beaucoup de respect, mais quand on reste sur la Formule 1, Bébert, Peter Revson, Bébert, Pedro Rodriguez, pareil, hein, Jean-Pierre Jabouille, Depailler, on fait des bisous, Patrick Tambay, coucou, Elio De... Ah. Alors, là, je veux des arguments. Là, je pense que c'est un truc qui mérite de se poser 30 secondes. Elio De Angelis contre Robert Kubica. Elio De Angelis, quand même, on parle... il a tenu tête à Mansell et à Senna, quand même, chez Lotus. Hein. Et on parle aussi d'un des pilotes qui aurait pu... C'est un de ces pilotes-là. Et malheureusement, je pourrais pas en dire beaucoup plus, mais c'était vraiment pareil, un de ces pilotes vraiment prodigieux, mais qui a jamais vraiment eu la machine. Maintenant, reste à voir si on y va au cœur ou si on y va à la rationalité, tu vois. Voilà. Je continue avec Bébert. Je continue avec Bébert pour le cœur. Mais ça méritait de se poser. George Russell, Bébert... Ah. Là... Là, c'est très très complexe. Parce qu'on n'a pas le recul historique. Et franchement, je trouve que Russell est abyssalement sous-coté. Oui, je dis sous-coté. J'ai lâché le terme. Je trouve qu'il est abyssalement sous-coté à cause du fait que il est arrivé au pire moment chez Mercedes. Je pense que si Mercedes avait eu les balls de le signer direct en 2019, je pense qu'Hamilton aurait eu la vie beaucoup plus dure
Peut-être pas en 2019, mais en 2020. Et encore même. Je pense que Russell, en 2019, il aurait été capable d'aller faire chier Vettel et Hamilton comme Leclerc. Franchement, je continue à penser que Russell, c'est le meilleur de... Après Leclerc, c'est le meilleur de la nouvelle génération. Et potentiellement Piastri. Mais je garde un peu de réserve sur Piastri pour le moment. Mais à l'heure actuelle, franchement, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est chez Mercedes, dans des saisons encore une fois très difficiles, c'est excellent. Regardez, il y en a qui en sont à dire ouais mais Hamilton il est finito au premier degré, tu vois. Alors que je pense que c'est juste Russell qui fait que Hamilton passe un peu pour un ringard ces derniers temps. Donc je gourrerai Russell. Parce que malheureusement, c'est le présent. C'est beaucoup plus difficile. Russell et Piastri. Je vous regarde droit dans les yeux. Ouais. Alors, ça mérite d'être discuté. Piastri, sa très très grande force, Oscar Piastri, je pense que de 1, c'est un pilote qui bénéficie de... c'est quoi le bon mot en français? D'être très calme, très mesuré. Il me rappelle beaucoup Kimi Raikkonen dans son détachement, dans son approche de la course. Et en termes de pilotage, il a une très bonne technique. Maintenant, Russell est un pilote qui est peut-être moins fin qu'un Oscar Piastri, mais à l'heure actuelle, il y a un moment, Ayrton Senna n'avait aucune finesse dans son pilotage. Je suis pas en train de comparer les deux, mais voilà. Phil Hill contre George Russell. Il y a un moment, j'ai mis Kubica devant Von Trips et Russell devant Kubica, donc je restais cohérent. Russell contre Mike Hawthorne. Alors, au nombre de titres, Hawthorne est devant. Au niveau de personnes tuées, Hawthorne est devant. Mais je crois plus à Russell. Russell, Peter Collins. Peter Collins, malheureusement, on n'en a pas assez vu. Didier Pironi, Russell, pour moi. J'aime bien Didier Pironi, mais... honnêtement, avant la saison 82, Didier Pironi... c'était pas particulièrement un pilote... Il fait partie, malheureusement, de ces pilotes qui ont gagné de leur tragédie, si je puis dire. Parce qu'il faisait une excellente saison 82, il arrivait au très bon moment, mais par le passé, il avait prouvé de bonnes choses, mais je sais pas si ça peut être mis à la même hauteur. Russell, passe à bout de scène, ouais. Ça me fait mal, hein, passer les bouts de scène, les Herbert comme ça, même Frenzen. On manque le recul, on manque beaucoup le recul. Ouais, Fisichella, t'es sympa. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que de cette génération-là, Russell est le meilleur. Norris se démerde pas mal non plus, quoi. Maintenant, ce sera intéressant de voir Russell dans une lutte mondiale à jouer constamment les victoires, mais en tout cas, pour ce qui est de jouer de la victoire, il a montré qu'il avait du sang-froid, Georgie Boy. Alors là, on va poser des coucouilles. Parce que Dan Gurney,
c'est le seul pilote de toute l'histoire avec Jack Brabham et Bruce McLaren à avoir gagné une course dans une voiture qu'il a conçue. Bah, ça doit être celle-là, la Eagle MK1. C'est celle de quelle année? Je sais pas. Enfin, je sais que c'est en 68 qu'il gagne à la Sarthe, si je dis pas de conneries. Ah non, c'est en Belgique, autant pour moi. 67 qui gagne en Belgique avec ça. On a des... est-ce qu'on n'a pas un condensé tout là-haut des victoires au Mans? Champ Car, il a fait 7 victoires en Champ Car, 5 victoires en NASCAR. Et oui, donc oui, c'est bien en 67 qui gagne à la Sarthe, mais aux 24 heures du Mans. D'accord. C'est du très très lourd, Dan Gurney. C'est du très très lourd. Faut que je me remette un petit peu le... Ah, si ça... Bah, c'est lui qui a pris la première victoire pour Brabham. Si je dis pas de conneries. Hein. Première victoire et premier podium. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Il gagne à Rouen et au Mexique en 64. Et c'est en 66 seulement que Jack Brabham gagne avec son équipe. Et les podiums, je crois que c'est en 62 le premier. Ouais, pareil. 63, pardon. Les premiers podiums de Brabham, c'est lui qui les fait. Et je pense qu'il mérite... Enfin, on parle beaucoup de l'exploit de Brabham d'avoir gagné dans sa bagnole. Mais il avait... alors, j'ai oublié le nom de certains des mécanos et ingénieurs qui étaient avec lui, malheureusement, mais qui étaient très cotés. Mais pour le cas de Dan Gurney, je pense qu'il n'était pas dans l'équipe pour rien non plus. Brabham l'a pas ramené pour rien et il a beaucoup apporté à l'équipe, je pense. Et aussi, je crois que c'est les seuls podiums de Porsche, hein, si je dis pas de conneries, qu'il fait en F1. Enfin, il y a peut-être Gaudin de Beaufort qu'on a fait... non, voilà. Bah, c'est tout Dan Gurney qui a fait les podiums de Porsche en Formule 1 et leur seule victoire. Bienvenue Rivios. Norris, pour moi, faut attendre quelques années pour juger. Bah, c'est pareil pour tous les pilotes actuels. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Bon. C'est pour ça, Russell, je vais mettre la carte du... Bah, malheureusement, c'est encore en cours. Et je vais partir sur Dan Gurney. Laissez-moi respirer. En fait, c'est une époque où tu te rends compte. Tu te rends compte à quel point la F1 dans les années 60, on a des touches à tout merveilleux, quoi. Je parlais de Gurney, je parlais de Brabham, il y a bien sûr McLaren, et puis on a les Stewart, les Graham Hill, tout ça, les John Surtees qui est devenu constructeur quelques années plus tard. Enfin, c'était vraiment une époque où les pilotes étaient vraiment touche à tout. Malheureusement, je pense que c'est ce qui a coûté un peu à la carrière de Bruce McLaren. Je pense qu'il aurait pu accomplir beaucoup plus. Parce que je pense qu'il a déjà un beau palmarès. Hein. C'est quoi? C'est 4 victoires, si je dis pas de conneries. 4 victoires, plus jeune vainqueur en Formule 1 pendant plus de 40 ans. C'est son côté touche-à-tout qui lui a peut-être coûté plus de succès. Peut-être que s'il était parti chez du BRM au lieu de chercher à lancer sa propre équipe, et bah, peut-être que ça lui aurait bénéficié plus en termes de palmarès. Donc c'est pour ça, c'est difficile. Bienvenue Wallace. Les essais sont... Enfin, F1 TV, perso.
Canal Sport, d'accord. Je reste avec Gurney. Ouais, non, mais... L'AFA pour Kevin Magnussen ne serait pas totalement fini. Komatsu aimerait le garder dans le giron As. Bah. Ils peuvent le garder en réserviste. Hein. Maintenant, est-ce que Magnussen aura envie de continuer à poireauter dans le garage pendant qu'il y aura Ocon et Berman dans le coin? Franchement, quelle ambiance tu mets pour Ocon et Berman si tous les week-ends, il y a Kevin Magnussen dans le garage? C'est pas sain. C'est pas sain du tout. Alors, ça met de la pression, je suis d'accord, mais ça peut être une très mauvaise pression. Après qu'il le garde dans le simulateur, tout ça, pourquoi pas. Mais je sais pas s'ils ont grand chose à gagner à faire ça. Après, peut-être que y a moyen de le rapprocher plus ou moins de Toyota, tu vois, avec leur nouveau partenariat. Mais et là, ça pourrait être intéressant éventuellement si Toyota veut un peu essayer de mettre la main dessus. Ce qui serait très intéressant pour Magnussen, on va pas se mentir. Et pour Toyota également, je pense. Bon, Nino Farina contre Dan Gurney, bon... Nino, quand même. Farina contre Egazzoni, bon... John Watson, beaucoup de bisous. Rosberg, Farina... Encore une fois, si je prends la carrière dans sa globalité, et pas que le championnat du monde de Formule 1... Farina est nettement devant Rosberg. Maintenant, Rosberg, malheureusement, a eu plus d'années et de meilleures années en championnat du monde de Formule 1 que Farina. Michele Alboreto, coucou, Tony Brooks. Technique. Tony Brooks, mais bon. Vice-champion en... ou troisième, enfin pas loin, en 59, pardon. Le titre se jouait... Bon, bref, est-ce que c'est vraiment important? Bon, bref. Mais oui, il finit troisième, je crois, quelque chose comme ça. Le dentiste. Farina contre Surtees. Ah. Là, on peut sortir les gants de boxe. Bonne nuit, Oscar. Farina contre Surtees. C'est... Ce qu'a accompli John Surtees, c'est quand même phénoménal. Le mec, septuple champion du monde moto, il pose ses miches dans une Formule 1. 2-3 courses plus tard, il fait une pole. Il gagne un titre. Et 10 ans plus tard, il lance son propre constructeur. Il a failli. Il aurait pu être le seul pilote de toute l'histoire avec Juan Manuel Fangio à être sacré avec 2 constructeurs différents la même année. Parce qu'il commence 66 avec Ferrari et il passe très rapidement chez Cooper. Et il fait une très très bonne saison. Surtees. On va aller pour Surtees. Pour les prouesses plus mécaniques. Joran Rindt, Surtees. Bon, Joran Rindt... ouais.
Yo... je- Ah. Ah, Verstappen qui dit que son volant se déconnecte de manière aléatoire. C'est marrant. Euh, Moi, je reste de l'école que Johan Rindt aurait pu accomplir beaucoup, beaucoup plus. Rindt Lafitte. Lafitte aussi aurait pu faire beaucoup plus. Rindt Villeneuve. C'est la même école. C'est la même école. Des sauvages sur la piste, des sauvages hors de la piste, extrêmement populaires. Et morts trop jeunes à leur apogée. Les deux se comparent très très bien. Mais Rindt était quand même moins casse-gueule que Villeneuve. Je vais partir sur Rindt, mais honnêtement, c'est du poil de fion. Hein. Rindt pas très bon. Ah, Rindt Schumacher, Rindt Perez, Rindt Arnoux. Ah, là c'est marrant. Rindt Juan Pablo Montoya. Sachant que je vais partir sur Montoya. Je pense que les deux sont merveilleux, des pilotes merveilleux, avec un talent monstrueux, une vision de la course mais brutale. Et le fait que Rindt avait plus ou moins envisagé d'arrêter sa carrière après 70 ou voilà, de lever le pied, fait que même dans tous les cas, malgré son décès, la longévité de Montoya m'impressionne. Parce qu'il a quand même gagné les 500 miles 2 fois, à genre 15 ans d'écart à chaque fois, enfin, si ce n'est plus. Allez, on go pour Jean-Paul. Jean-Paul Denny-Holm. Très sous-coté, Denny-Holm. Très, très sous-coté. C'est le champion du monde le plus oublié de l'histoire de la Formule 1, mais très sous-coté. Et c'est grâce à lui, en grande partie, que McLaren est ce qu'elle est aujourd'hui aussi. Et je continue avec JPM. Ah, là, on va faire le distinguo. Si c'est carrière en sport automobile, c'est Monsieur Le Mans. C'est Monsieur Le Mans, mais sans débat. Maintenant, au niveau plus monoplace, Formule 1, tout ça. Après, c'est deux écoles différentes. Hein. Montoya, c'est très américain. Et X, naturellement, beaucoup plus européen. On va continuer avec Jean-Paul. Ouais. J'ai du mal à cliquer. Ouf. C'est ça le problème d'inclure les pilotes actuels. C'est ça le problème. Mais honnêtement, Montoya était un excellent pilote. Il était très très bon. Pour moi, il a jamais été du calibre d'un Alonso ou d'un Raikkonen. Et à ce titre, Leclerc, pour moi, fait plus partie de cette trempe des Alonso Raikkonen que des Montoya. Tu vois, Montoya, je le mettrais juste dans la case comme un embranchement entre la case Carlos Sainz et la case Charles Leclerc, tu vois. Ce serait pile entre les deux. C'est-à-dire que Montoya, cette brutalité mais brutalité dans la course, tu vois. C'est ce qui fait, et encore une fois, c'est ce côté très américain, c'est ce qui fait que pour moi, il a réussi à aller enquiquiner du Schumacher, du Raikkonen, du Alonso, mais Charles Leclerc, honnêtement,
je pense qu'on est sur un prodige comme on en a pas eu depuis très longtemps. Oui, bon, voilà. Mark Webber, obligé de décider Webber. Pourquoi vous me faites ça? Leclerc Peterson. Oh, bordel. Mais pourquoi? Mais pourquoi? En vrai, je sais pas comment est foutu son algorithme, si c'est au nombre de victoires ou quoi, mais ça doit être au nombre de victoires. C'est dur, c'est très très dur. Mais rien que pour les 26 putains de pole position, je vais avec Charlot. Non mais... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est injouable. C'est injouable. Honnêtement, je n'ai pas vraiment suivi les essais libres. Hein. Le truc, c'est que James Hunt, c'était... Dans ses bons jours, il était injouable. C'était le meilleur. Mais il n'a pas assez eu de bons jours et surtout, c'était un pilote qui causait beaucoup trop de soucis des fois en piste. Leclerc, Scheckter, pareil, Scheckter et Hunt, pour moi, c'est à peu près même classe. Leclerc, Berger, bon, Leclerc... Est-ce que ça vaut la peine? Leclerc, Barrichello. Non, ça joue même pas, ça joue même pas. J'étais en train d'essayer de trouver des arguments pour Barrichello, mais ça joue pas. Pareil, Massa. Ouais, mais il y a un moment, il y en a un, il a fini sa carrière, donc obligé d'aller sur Andretti. Obligé, il y a un moment, t'as Mario Andretti qui apparaît, tu cliques sur Mario Andretti, quoi. Andretti Reutemann, Andretti Jones. Ah. Tu vois, en Formule 1, mais là, pour le coup, les deux sont comparables parce qu'ils ont roulé à la même période. Enfin, plus ou moins, parce que Andretti, c'était à peu près la fin de sa carrière en Formule 1 et Jones, c'était ses débuts. Maintenant, je pense que Jones aurait pu gagner beaucoup plus en Formule 1, alors qu'Andretti, je pense que il était... comment dire? Il aurait pu repartir sans titre, ça aurait moins choqué, je pense, que si Jones n'avait pas gagné de titre. Donc je go Alan Jones. Bon, Ascari, voilà, Ascari Coulthard, Ascari... Ascari Brabham, il y a un moment où, merde. D'un côté, t'as la prouesse de Jacko. Et de l'autre, t'as la domination pure et absolue d'Ascari. Et c'est là... Je vais le mettre sur Brabham parce qu'il a roulé dans une époque qui était beaucoup plus compétitive. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'Ascari est au-dessus. Allez, je vais mettre Ascari. Ascari, pareil, Ascari au-dessus. Là, je go pour Emo. Emerson Fittipaldi contre Ascari, je go pour Emo. Fittipaldi Button, Fittipaldi Moss. Moss Hakkinen. On est d'accord que ça prend beaucoup trop de temps. Et il m'a lancé le challenge de faire une version avec tous les pilotes de l'histoire. Hein. Je ne le ferai pas. Ou alors on fera un live goal à... Je sais pas combien, mais... Allez, on va essayer d'enchaîner. Moss, Hakkinen, Moss.
Moss Raikkonen. S'ils avaient mis une photo... Enfin, si il avait mis une photo de Raikkonen de 2005, j'aurais hésité beaucoup plus longtemps. Moss contre Damon, Moss. Moss contre Nelson, Moss. Moss contre Nico, Moss. Moss contre Fangio, Fangio. Fangio contre... Non mais... C'est comme tu demandes, tu préfères qui entre papa et maman? Ok. En termes de talent, Clark. Maintenant, en termes de plus grande de l'histoire, Fangio. Quoi en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas répondre à cette question. Du coup, on va jouer ça au dé. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que, en termes d'empreinte dans l'histoire, Fangio, il est inégalable pour moi. Allez, père Clark, impair Fangio. 12 Clark. Voilà. Clark Loda, Clark Stewart. Jackie Stewart aura tellement gagné plus. Mais Clark aussi. Clark Mansell, Clark Alonso, Clark Senna, Clark Prost. En fait, ce qui m'emmerde avec Prost, c'est que le mec... Et c'est un truc, on le soulève pas assez, j'ai l'impression. C'est que Alain Prost, il a gagné 4 titres, dont 3, dans l'une des ères les plus compétitives de toute l'histoire de la Formule 1. Et si je dis pas de conneries, on va le prendre F1 Champions Year, je sais pas comment. Regardez. En 1985 et 1986, Alain Prost gagne les 2 titres consécutivement. Il faut remonter, et tenez-vous bien, à 1959 et 60 pour avoir un double champion du monde, enfin un champion coup sur coup. Alain Prost a été le premier à gagner 2 titres consécutivement en plus de 25 ans. Et ça, c'est un truc, et sans parler du fait qu'il a 4 places de vice-champion du monde. Mais il y a un moment... Clark. Voilà, Clark Vettel, Clark Verstappen. Je vais dire un truc qui, je sais, est brutal, et l'histoire me fera peut-être changer d'avis ou pas, mais j'en viens à me dire que peut-être Verstappen est peut-être le meilleur pilote depuis Jim Clark. Honnêtement, parce que depuis qu'il est en Formule 1, les seules fausses notes qu'il a fait, c'est parce que c'est une tête brûlée comme pas possible, et parce qu'il était arrivé beaucoup trop jeune. Donc honnêtement, dans 10-15 ans, j'ai envie qu'on refasse le débat. Parce que... Voilà. Clark Schumacher... Si c'était pas
si c'était pas pour des Adelaide 94, Rérez 97, des trucs comme ça. Je mettrais Schumacher sans hésiter, mais là, c'est... Là, c'est un débat. Tu vois, c'est là, entre guillemets, où les comparaisons sont injustes. C'est que si Hamilton était parti il y a 3-4 ans, on le verrait différemment. Et si Clark avait eu une carrière complète, on le verrait aussi différemment. Est-ce qu'on peut voir un résumé D'accord. Il est beaucoup trop fort. Regardez quand tu télécharges ton truc. Il est trop fort. Il est trop fort, ce Greg.